Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos et aujourd'hui je vais regarder une vidéo qui se nomme Con Pepita met en sueur quotidien, décryptage de la chaîne VA+. Alors j'ai très rapidement entendu parler de cette histoire de la part du père d'une amie et du coup nous allons regarder cette vidéo. Je vais regarder cette vidéo personnellement. Mais comme j'ai rien d'autre à foutre, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo en même temps et ensuite faire un petit débriefing. Donc nous allons commencer maintenant. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va revenir sur la polémique de la semaine dernière sur l'émission Pyramide qui a été déclenchée par Canap 95 sur TMC. On va voir comment cette émission a cherché à faire de Pepita une présentatrice, une victime, mais aussi comment le politiquement correct se durcit depuis les années 2000 et comment il se renforce de polémique en polémique. Mais avant de commencer, je vous rappelle de liker, de commenter, c'est important pour le référencement, et que nous nous rapprochons dangereusement des 100 000 abonnés et qu'une grosse vidéo FAQ se prépare. Alors posez-nous toutes vos questions sur VA en commençant votre commentaire par les lettres FAQ. C'est parti. Tout commence mardi 30 mars quand l'équipe de Quotidien lance sa nouvelle émission Canap 95. Le but de cette émission est d'aller piocher dans les archives de la télé, des reportages et des émissions. En l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont passés au crible de la morale et du politiquement correct. Gémissement de gonzesse. Je suis sûr que vous arrivez à faire crier une gonzesse plus fort. Ouais, alors attention, hein, autre époque, autre ambiance. Ouais, donc là, une vachette est juste en train de se noyer en direct. Et au même moment, on a une candidate topless. Dans quel pays je suis venu? Regardez par contre, la petite Denise, imperturbable, ne bouge pas. Ouais, incroyable combo hein, pour un vendredi soir sur TF1. Il manquerait plus qu'un petit blackface et on est bon. On est valise de jeu. Ah oui. Je dois bah dire voilà. qu'il faut quand C'est même fait. applaudir. Mais ce qui a provoqué la polémique, c'est l'extrait d'un jeu télévisé, Pyramide sur France 2, d'il y a 20 ans, où des remarques misogynes et racistes sont faites à Pepita, une des présentatrices de l'émission. Le moment le plus merveilleux de l'émission. Ah, mais il est content. Tiens, vous pouvez rester avec Jean-Pierre. Asseyez-vous à côté de lui, il va vous faire une petite, j'ai une pas petite de quoi place. m'asseoir. Non C'est dommage. Asseyez-vous là, ça va être joli. J'oserais Puis pas. là, Asseyez-vous là, ça va être joli. Ouais, et là encore, en revoyant les images, on comprend que c'était pas facile tous les jours hein, pour elle. Asseyez-vous là, ça va être joli. Il y a des idées. Mais regarde, dans le noir et tout, ça vous changera. Bon, elle s'en va. Bien, allez. Et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron et son orange. On est vraiment dans les fruits là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon, aucune raison. La même. Oui, Je la vais la même. rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Anya. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. Tu m'as reconnu. Sans surprise, l'extrait rediffusé par TMC fait le buzz et une polémique éclate sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Quotidien va revenir sur cette polémique et ajouter de l'eau au moulin en ressortant d'autres extraits avec d'autres marques graveleuses sur le physique de Pepita, mais aussi des passages d'humoristes ou de chanteurs imitant l'accent africain, ce qui ne passe plus du tout aujourd'hui. La journaliste de Quotidien, Lilia Hassen, va préciser qu'elle n'est pas là pour faire le procès des années 90, mais que ces extraits montrent comment la télévision a véhiculé, selon elle, des clichés racistes. L'affaire suit son cours et tout va bien dans la meilleure des polémiques inutiles, jusqu'à que l'émission TPMP donne la parole à Pepita qui va s'exprimer sur cette affaire et qui va défendre ses anciens collègues Patrice Laffont, Laurent Broumed et Nathalie Bardin qui sont accusés de racisme. Je dis de quoi il me parle et il m'envoie les messages. Donc du coup, je vais sur la partie que j'ai enregistrée et j'arrive à cette séquence et au début, je vois ma bouche. Je fais, dis donc, je devais être en fin de journée, vu mes petits yeux, je devais être fatiguée et tout. Et après, je vois les 3 séquences. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce que vraiment, comme ça a été lancé, c'était vraiment misogynie, racisme. Et j'ai dit, ils se sont servis de moi pour faire ça, parce que c'est un montage, c'est pas les images complètes. Et je ne tolérerai jamais, je suis enragée, hein, que l'on puisse accuser Patrice et Laurent, le plateau Pyramide, de racisme ou de misogyne. Ces gens-là m'ont super protégée. Ils m'ont même poussé
pour que j'aille plus loin dans mes délires, parce que moi j'étais un peu barrée et tout, je les taclais sans arrêt. Vous remontez dans le temps, vous suivez, vous voyez l'évolution, c'est eux qui me l'ont donné. Et je ne supporte pas qu'on salisse cette émission, parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux. Et qu'on se serve de moi pour les faire passer pour racistes, parce que là où j'étais encore le plus outré, ceux qui m'ont humilié, ceux qui m'ont blessé, c'était TMC. On découvre alors que l'émission Canap 95, produite par Quotidien, a sagement sélectionné des extraits sur des centaines d'heures d'antenne et les a compilés avec un montage qui va dans leur sens. Là, c'est un peu l'erreur 404 pour les antiracistes qui s'imaginaient que Pépita allait verser dans cette victimisation. Rokhaya Diallo, qui est alors sur le plateau de TPMP, est atterré par la réaction de Pépita. Et plus tard, une autre militante indigéniste, Ouria Boutelja, va commenter de façon vraiment virulente cette réaction et va taxer Pépita d'indigène de maison, lui reprochant, je cite, de défendre ses maîtres pour sauver la face et d'user, je cite encore, du déni comme échappatoire. Je suis obligé de faire une pause là. Alors ça, indigène de maison, c'est classique hein, quand l'antiracisme fait du racisme. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait débecter, mais ça me débecte d'entendre ça, c'est horrible. Ouais, c'est comme quand on traite les Noirs qui défendent, enfin, c'est pas qui défendent, c'est qui en fait qui nient le fait de subir du racisme ou qui ne sont pas d'accord avec les antiracistes quand ils disent que ce qu'ils disent, c'est un peu caricatural, un peu exagéré, un peu excessif, voire totalement excessif et caricatural. À ce moment-là, on les traite de bounty, vous voyez. Le terme bounty, c'est affreusement raciste quand même. C'est en fait, vous avez des antiracistes qui utilisent un terme mais foncièrement, ouvertement raciste pour désigner une personne de couleur en disant que c'est un bounty parce que il a la peau noire, mais à l'intérieur, il pense comme un blanc. Donc voilà, le fameux bounty. Et c'est dégueulasse, mais vraiment, moi, je trouve ça révoltant. Et là, indigène de service, vous vous rendez compte, le terme qu'il a utilisé, c'est vrai, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment comment combattre, soi-disant, le racisme par du racisme. Et si t'es pas d'accord avec eux, ben on t'injurie et on n'hésite pas à te réduire à ton apparence. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai déjà vécu lorsque j'ai essayé de faire comprendre à certains qui étaient dans le milieu antiraciste, quand je leur ai fait comprendre qu'en fait, leur façon de voir la société, bah, c'est un peu biaisé, genre, mais complètement même, et que je n'étais pas d'accord avec eux sur plein de points. Et à ce moment-là, on n'a pas hésité, par exemple, à traiter de sale arabe refoulé. Alors pourquoi sale arabe refoulé ? C'est très marrant, parce que j'ai une tête d'arabe, premièrement, mais surtout parce que je porte un prénom français. Donc mon vrai nom, c'est, bon, je sais pas si je dois le dire, mais c'est Roland. Voilà. Mon véritable nom, c'est Roland. Et donc du coup, pour eux, une tête d'arabe avec un prénom comme Roland, bah, c'est dans leur petite tête de malade, parce que c'est vraiment des malades, bah il y a quelque chose, il y a une dissonance, vous voyez, c'est pas possible. Du coup, sale arabe refoulé. Pourquoi ? Parce que je défends les intérêts du pays dans lequel je vis, donc la France, par conséquent, et je porte un prénom français. Et donc du coup, tout ça, ça fait que c'est bizarre. Une tête d'arabe qui porte un prénom français et qui montre un petit peu, qui montre ouvertement son allégeance à la nation française, alors qu'il devrait plutôt être dans le milieu de l'indigénisme, sombrer dans le communautarisme et tout ça, chose que je ne fais pas du tout. Bon, en même temps, je suis de nature solitaire maintenant, donc c'est vrai que ça arrange beaucoup les choses. Et non, c'est pas drôle ce que je dis. Enfin, c'est triste de ce que je viens de dire, mais moi, ça, je préfère en rire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, non, tout ça pour dire que je sais pas comment elle s'appelle, cette dame indigéniste, quand elle dit indigéniste de service de maison, c'est comme lorsqu'on traite les Maghrébins qui sont ouvertement patriotes, on les traite
d'arabes de service, ou bien lorsqu'on traite les noirs qui sont ouvertement patriotes, on les traite de bounty, ou bien on les traite carrément d'esclaves de maison. Ouais, l'esclave de maison qui se moque des esclaves des champs. Ouais, et ça, c'est révoltant de se dire, en plus, là, c'est des gens qui se disent antiracistes, vous voyez, ils combattent le racisme par du racisme. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais les gens, ils trouvent ça normal. Enfin, ces gens-là trouvent ça normal. C'est normal. Non, c'est absurde, c'est grotesque. Enfin, c'est même flippant, en fait. Enfin bref, je continue la vidéo. Comme quoi, les fameux préjugés racistes ne viennent pas toujours des mêmes, mais là, ça passe. Alors, il y a quand même des gens qui ne se sont pas fait avoir dans cette histoire, notamment l'actrice et auteure Rachel Kahn, qui explique au Figaro Vox, je cite, « Lorsque la réalité se confronte au dogme, c'est tout un système victimaire qui s'effondre. » Elle pose aussi la question, assigner les personnes noires, les femmes ou les musulmans à leur statut de victime, n'est-ce pas aussi une forme de racisme? C'est un peu ce que dit Pepita dans son intervention dans TPMP, c'est qui sont ces journalistes pour savoir à sa place ce qui est raciste envers elle. En fait, c'est un réflexe assez infantilisant que les gens de gauche ont souvent en pensant bien faire. Ils s'empressent de s'indigner d'une réflexion qu'ils croient raciste et qui finalement ne choque peut-être qu'eux-mêmes. Mais si on prend un peu de recul, que nous dit cette polémique? Premièrement, que le politiquement correct est de plus en plus violent. C'est ce que dit l'essayiste Pascal Bruckner. Je le cite. « La conscience des iniquités s'accroît à mesure que les iniquités s'effacent. Celles qui restent sont vécues comme intolérables. » Autrement dit, les discriminations sont aujourd'hui plus rares et leur rareté les rend plus révoltantes encore. Et même si on assiste à un rééquilibrage idéologique dans les médias, que ce soit sur internet ou à la télévision, les réactions aux moindres propos de travers sont de plus en plus fortes. Parce que le curseur du politiquement correct s'est déplacé. C'est ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. En fait, c'est pour ça que les blackface et les imitations de l'accent africain, qui sont réputés aujourd'hui racistes, ne l'étaient pas il y a 15 ans. En effet, le blackface, qui consiste à se grimer le visage en noir, n'était pas un déguisement particulièrement sulfureux il y a quelques années. Alors qu'aujourd'hui, c'est un outrage horriblement raciste. Le problème avec le racisme aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais clairement défini. Sa définition elle-même évolue dans le dictionnaire. Ce qui était d'après le dictionnaire une idéologie postulant de la hiérarchie des races est devenu aujourd'hui toute discrimination envers un groupe humain. À ce compte-là, tout peut être du racisme. Le dictionnaire Robert lui-même indique maintenant qu'il existe un racisme envers les femmes, bien que les femmes ne soient pas une race. Le racisme devient en fait un fourre-tout et un motif de se sentir offensé de tout et de rien pour accuser la société ou même un employeur qui ne voudrait pas de vous. Autre exemple de ce curseur du politiquement correct qui se déplace, une remarque sur le physique d'une femme n'était pas vu autrefois comme misogyne, mais comme un compliment peut-être un peu grossier parfois. Mais on ne parlait pas de sexisme, qui est d'ailleurs un terme importé lui aussi des États-Unis. On vous parlera d'ailleurs de tous ces concepts importés des États-Unis dans une prochaine vidéo. De la même manière, traiter quelqu'un de PD, ce qui n'est évidemment pas très agréable, n'avait jamais été perçu comme une injure contre les homosexuels. Dans les stades, on traite bien souvent l'arbitre d'enculé, mais moins pour son orientation sexuelle que pour ses décisions arbitrales. Pourtant, en octobre 2019, Marlène Schiappa avait lancé à l'époque une polémique sur le caractère prétendument homophobe de ces injures dans les stades. La ministre avait déclaré « La prochaine fois que j'entendrai des chants homophobes, je quitterai le stade. Enculé ne devenait plus une insulte comme connard ou couillon, mais devenait une injure homophobe. Idem pour salope, qui n'est pas une insulte, mais aujourd'hui une injure sexiste. » Cette indignation sur commande ressemble un peu à la vague de déboulonnage des statues aux États-Unis ou aux polémiques lancées par des associations en France qui voudraient faire retirer les statues de Colbert ou faire débaptiser des rues au nom de marchands d'esclaves à Bordeaux. Regarder avec un prisme contemporain des faits qui se sont déroulés dans un autre contexte où les référentiels n'étaient pas les mêmes est anachronique. Même d'un point de vue historique, c'est une analyse a posteriori qui n'a aucun intérêt, si ce n'est pour flatter nos belles âmes modernes. Tout cela est une illustration que de polémique en polémique, le curseur du politiquement se déplace en permanence. Et dans ce cas présent, vers la gauche. Parce que ce qui résulte de ces polémiques, ce n'est pas un recul du racisme ou une avancée morale comme s'imaginent les antiracistes. On assiste plutôt à une aggravation du contrôle social du discours. Autrement dit, la suspicion entre pairs et l'autocontrainte s'aggrave. On surveille de plus en plus ce que vont dire les autres, ce qu'ils font, comment ils réagissent, et pas seulement les autres, nous-mêmes. On filtre minutieusement tous nos propos jusqu'à analyser notre propre pensée. À ce niveau-là d'autosurveillance, on s'approche vraiment du schéma dystopique de 1984 de George Orwell. Parce qu'en réalité, le contrôle social du discours ne se fait pas tant pour les beaux yeux des racisés, il est aussi une arme politique très efficace. Chez les communistes en Russie et plus tard en France, une accusation était très utilisée, celle d'accuser son adversaire politique d'être un fasciste, dès qu'il semblait trop anticommuniste. Accusez vos adversaires de fascisme, le temps qu'ils se justifient, vous avez tout le loisir de leur porter de nouvelles attaques, disait Dmitri Manouilski. Cette technique rhétorique d'accusation exploite un réflexe qui est très humain, celui de se justifier de quelque chose dont on n'est pas coupable. Sauf que se justifier coûte un temps précieux dans un débat. Le pire dans cette accusation, c'est que moins vous serez fasciste, plus le désir que
que vous aurez de vous justifier sera fort. Et une fois que vous vous serez abondamment justifié, vous serez accusé cette fois d'en faire bizarrement un peu trop pour vous dédouaner. La conséquence du déplacement toujours plus à gauche du curseur du politiquement correct est le suivant. Les idées les plus partagées, les plus communément admises, vont paraître toujours trop à droite ou trop conservatrices. La gauche parle souvent de droitisation de la société. Alors le phénomène, certes, il existe, mais la réalité, c'est que le curseur du politiquement correct, en fait, se déplace vers la gauche de plus en plus. Alors les gens qui autrefois étaient à gauche de ce curseur se retrouvent à droite de celui-ci, parce qu'il s'est déplacé de l'autre côté. Sans même avoir changé d'idée, ces gens sont perçus comme ayant droitisé leurs propos. Et les discours qui se retrouvent désormais à droite de ce curseur peuvent être ainsi frappés des étiquettes disqualifiantes et habituelles. Racistes, xénophobes, identitaires, conservateurs, réactionnaires. C'est pour ça que ce mécanisme est politiquement très efficace. Il permet de rebattre constamment les contours de l'admissible dans une société. Ainsi, si vous voulez repousser les limites d'un sujet de société, il faudra d'abord aller poser des jalons au-delà de ces limites, avec des témoignages larmoyants, compassionnels, qui vont faire pleurer dans les chaumières. Puis, vous montrerez que la société est intolérante. Et enfin, vous accuserez les défenseurs de ces limites de conservateurs sans cœur pour les disqualifier et au final, abattre cette limite qui existait auparavant. On s'est un peu éloigné du sujet, vous me direz, mais en réalité, l'évolution de l'argumentaire politique, en fait, est fonction de l'évolution de ce qui est politiquement correct et admissible dans une société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir les mécanismes qui s'opèrent derrière chaque polémique. Et on vous dit à très vite, et notamment pour les 100 000 abonnés. Donc laissez bien vos questions en commentaire. Très bonne vidéo qui résume absolument tout. Je disais donc très bonne vidéo qui résume absolument tout. Voilà, donc c'est quasiment ça en fait la situation actuelle. Hein. On est dans un délire de persécution totale chez certains et qui font que les gens ils se rendent pas compte qu'en fait que tout ce qu'ils font actuellement, ça aggrave la situation. Finalement, ça ne fait que rendre les choses encore plus... Comment dire, c'est comme s'ils avaient rendu... Il y a eu un incendie, et du coup, on nourrit le feu. Plutôt que de chercher à éteindre l'incendie, on préfère nourrir le feu. On essaye d'éteindre le feu avec de l'essence. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est frustrant, c'est révoltant. Et c'est bien qu'il y a des gens comme ça qui se rendent compte quand même que c'est très absurde. Parce que moi, à l'époque, je me rendais compte que c'était absurde déjà, mais j'ai l'impression que les gens autour de moi ne s'en rendaient pas compte. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a il y a une prise de conscience qui se fait progressivement. C'est-à-dire que même des gens à gauche, ils se disent attends, c'est exagéré là, c'est pas un peu abusé. Il y en a de plus en plus. Et du coup, ça c'est bien. C'est vraiment le seul truc positif qu'on en tire, c'est que il y a de plus en plus de gens, quels que soient les bords politiques ou comme moi qui sont apolitiques. Il y a des gens qui remettent en question ou même de base qui avaient déjà des doutes ou comme moi qui ont des certitudes, c'est que voilà, ils admettent sans problème que c'est absurde, c'est grotesque, c'est complètement stupide, débile et surtout très 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 dangereux parce que avec le temps, à moyen terme ou sur le long terme, tout cela ne fera finalement tout ce qui en résulterait de tout ça, c'est que les gens vont se bouffer violemment entre eux. Et je ne veux pas qu'il y ait de guerre civile dans le pays. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, tout n'est qu'un cycle. Tout est cyclique. Et si on veut éviter de répéter à nouveau le cycle, il faudrait se calmer un peu et réfléchir 2 secondes. Réfléchir. Méditer, arrêter de se faire influencer les uns les autres bêtement et il faut lire, se documenter, lire l'histoire. Il faut que les gens qui passent leur temps à crier au racisme sans arrêt puissent lire l'histoire et s'apercevoir qu'en fait non, ce que l'on vit actuellement n'est pas aussi pire que ce qu'ont vécu nos ancêtres il y a 3, 4, 5, 6, 8, 10 siècles. Avant ça, il y a eu des améliorations, sauf que là, nous sommes en train de recommettre les mêmes conneries d'antan, et on est peut-être en train de pousser
la civilisation dans laquelle on vit pourrait s'effondrer de la même manière que l'Empire romain s'est effondré, justement à cause de plusieurs types de facteurs. Et parmi l'un de ces facteurs, il y a la décadence, le fait d'être complètement aseptisé, d'être en dehors de la réalité, de voir une menace ronger le pays de l'intérieur et de fermer les yeux, de dire qu'en fait non, c'est rien, c'est comme je l'entends souvent, c'est rien, c'est marginal. Sauf que les gens ne savent pas que ce n'est pas parce que quelque chose est marginal qu'elle le sera à l'avenir. Ce qui est marginal aujourd'hui ne le sera certainement plus demain. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience tout de suite et de manière quasi générale pour tout le monde, pour que les gens sachent que si on veut éviter une guerre civile dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on a intérêt à ouvrir les yeux. Voilà. Moi j'ai une solution. Moi c'est la stérilisation. Voilà. Les gens qui ont un QI extrêmement faible, qui sont foncièrement stupides et nuisibles pour la société, on devrait les stériliser pour le bien de leur probable progéniture, mais aussi faire en sorte que seules les personnes qui ont une intelligence suffisante puissent avoir la possibilité, la chance de procréer afin de... Non, ce n'est pas de l'eugénisme, c'est de la protection, de la protection de l'enfance. Voilà. C'est pour protéger les nouvelles générations, pour éviter que les pires d'entre nous ne bouffent les meilleurs d'entre nous. Voilà. Salut.